Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission en direct sur nos plateformes LMP officielles. Nous sommes en présence du président national du Nouveau Mouvement Populaire, M. Bandakani, qui va encore partager son analyse sur la récente conférence épiscopale nationale du Cameroun. Cette institution a fait une sortie médiatique et nous avons pris un arrêt majeur pour analyser cette sortie et déceler toutes les stratégies et les enjeux liés à cela. Donc, nous allons donc présenter notre invité. C'est un homme politique de la place, c'est un géopoliticien, c'est également un analyste politique. Voilà là plusieurs casquettes qui sont à son actif. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Julien Bouyamousseau. Très heureux de vous recevoir cet après-midi et toute votre équipe. Je voudrais saluer tous les internautes qui n'ont pas cessé de nous accompagner depuis que l'aventure a été lancée. Voilà, y compris tous ces détracteurs qui dorment sur nos pages, ce qui est un indicateur de la pertinence de nos contenus et de sa puissance attractive. On ne peut pas fouer quelqu'un aux gémonies et dormir sur sa page. Bon, aussi, il faut les saluer parce que tout ça fait partie du game. Bon, voilà, je suis très content d'être à mon poste cet après-midi pour faire mon boulot. Voilà. Merci une fois de plus d'avoir disposé du temps, nos chers téléspectateurs, tous nos abonnés, tous ceux-là qui suivent en permanence ce que l'on fait. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Oui, bientôt c'est plus de 30 ans de combat. Hein. Donc, plus de 30 ans de combat à un niveau très élevé. Et nous regardons avec beaucoup de compréhension ce qui vient d'arriver et qui pensent que le soleil a commencé à exister avec eux. Mais bon, nous aussi, on est passé par là, on comprend. On comprend. Monsieur le Président, pour cette émission, je ne serai pas seul. Je serai accompagné une fois de plus d'un co-modérateur à l'endroit de Monsieur Thierry Kessempek. Oui. Monsieur Thierry Kessempek, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jules Bouyamousseau. Et très heureux et très ravi d'être encore à votre compagnie. Je rappelle encore votre dextérité journalistique dont les téléspectateurs font montre chaque jour. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Ravi d'être encore sur ce plateau avec vous pour discuter des sujets d'ordre géopolitique, politique et géostratégique. Bien sûr, c'est toujours un plaisir. Un plaisir de te retrouver toi-même. C'est une équipe qui est diversifiée, qui regorge beaucoup de talents. On va continuer à faire ce travail de formation, préparation de l'émergence d'une nouvelle génération de panafricanistes, d'hommes politiques d'envergure. C'est aussi ça la raison d'être de cette plateforme. J'avais lu dans les commentaires, les journalistes, les internautes se plaignaient souvent du son qui était très bas du micro. Je pense que les dispositions ont été prises à notre niveau pour que ça soit plus performant, voilà, que la dernière fois. Il faut toujours se prendre en compte ce que nous disent nos internautes, parce que ce sont nos premiers partenaires. Comme vous l'avez si bien dit, nos équipes techniques s'activent au fur et à mesure pour résoudre ce problème de son qui est un peu récurrent, mais nous travaillons dessus. On fait avec les moyens qu'on a. On fait avec les moyens qu'on a, parce que nous sommes des combattants. Nous n'avons jamais cessé d'être des combattants. Nous sommes des combattants, c'est-à-dire des personnes qui sont très attachées à leur indépendance de manière farouche et qui, pour ça, ne dépendent pas des réseaux de financement qui ont pour seule condition, raison d'être de casser les dynamiques les plus authentiques qui viennent du continent africain en général et du Cameroun en particulier. Nous n'appartenons à aucun lobby financier, à aucun lobby géo-ethno-financier. Voilà. Nous travaillons en comptant sur nos propres forces, nos propres moyens ont évolué au fur et à mesure, voilà. Et dans la grande fierté de notre indépendance. Voilà. Vous l'avez si rappelé, nous tenons à notre indépendance et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés droits dans nos... Tout à fait. Monsieur le Président, cet après-midi, ou alors ce soir, ça dépend de l'heure. De là où on se trouve. Se trouve.
Nous parlons d'un sujet spécial. La sortie des évêques du Cameroun, la conférence épiscopale des évêques du Cameroun a produit une sortie quelques jours, il y a juste quelques jours, le 11 janvier précisément 2024. 11 au 14, leur réunion, c'est ça, du 11 au 14. Du 11 au 14. Avec un communiqué qui a sanctionné les travaux. Monsieur le Président, sans plus tarder, nous allons entrer au cœur de ce communiqué. Monsieur le Président, nous avons interrogé cette sortie et nous avons mis en phase avec l'élection présidentielle qui est éventuelle au Cameroun. Et nous avons constaté que c'est une élection qui cristallise beaucoup d'attention. C'est un tournant décisif, tellement décisif que nous avons observé une forme de marée des forces organisées dans notre pays, parlant de la classe politique, la société civile, maintenant le milieu religieux, notamment certains membres du clergé catholique. Ces prélats se sont exprimés pour certains en faveur d'un changement à la tête du Cameroun. D'autres, plus radicaux encore, ont estimé que le diable ferait mieux que le président Paul Biya. Et pourtant, dans le communiqué final de la 48e session du séminaire annuel de cette conférence épiscopale, ils ont affiché une forme de position de neutralité. D'où la question que nous vous adressons, Monsieur le Président. Pourquoi ces remous entre certains prélats au sein de cette conférence épiscopale? Ces diaclases, ces sorties, parfois qui peuvent être en contradiction avec le message qu'ils ont voulu nous faire passer. Non, c'est-à-dire que, en réalité, si nous avons remis ça, c'est pour 2 ou 3 raisons fondamentales. Premièrement, lever les équivoques nécessaires au regard de la confusion savamment entretenue par les galaxies qui se cachent derrière la voix des prélats pour masquer leur défaite stratégique, leur inconsistance stratégique et instrumentaliser même, comment dire ça, contre la volonté des prélats, leurs propos. Je crois que le grand enjeu, il est là. Mais aussi pour aussi clarifier notre position devant le jeu interne propre à ce qu'on appelle l'Église catholique au Cameroun, les différents intérêts qui entrent en collusion au sein de cette Église-là, parce que là, on a vu que ce n'est pas l'unité qu'on a voulu nous faire croire, ce n'est pas ça, et que ces intérêts-là déterminent la nature des sorties, pas, de membres de l'Église catholique, quand ce n'est pas sa conférence épiscopale qui est la voix officielle de cette Église au Cameroun. Donc, il faut faire ces clarifications. Deuxièmement, troisièmement, enfin, insister sur le décalage qu'il y a entre la position de la conférence nationale épiscopale à l'issue de ce séminaire et les positions comprises, n'est-ce pas, les prélats à titre individuel, et surtout le fait que les prélats qui ont pris des positions ont signé le communiqué final sanctionnant ces travaux, alors que ce communiqué était en contradiction avec leur position individuelle. Donc, il faut bien comprendre ce jeu-là, il faut bien comprendre tout ça. C'est pour ça que nous remettons ça. Ce n'est pas pour entretenir une polémique inutile. Donc, on remet ça et puis bon, en dégager les conséquences politiques au niveau de l'agitation vous avez dit ça, de certaines forces politiques. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, d'emblée, le constat est clair. La conférence épiscopale nationale au Cameroun a une position qui est totalement en décalage avec la position des prélats. Elle n'a pas pris d'opposition. Elle n'est pas entrée dans le jeu politicien. Elle n'est pas devenue... Elle a évité de sombrer dans une espèce de rabaissement partisan qui, justement, ouvre le boulevard à ce que la parole de l'Église soit perdue de sa crédibilité. Ça, c'est le premier constat.
Et nous sommes heureux de le faire parce que, comme d'habitude, nous sommes en première ligne et on voit très bien que nos positions sont toujours avant-gardistes et fondées sur des convictions et la vérité. L'Église, d'après elle-même, au Cameroun comme ailleurs, elle revendique une fonction prophétique, elle revendique une fonction annonciatrice, annoncer la bonne nouvelle, c'est sa mission, mais aussi un rôle de charité, être avec les pauvres. Chaque fois que l'Église catholique au Cameroun est restée dans ce registre, il ne vient à l'esprit de personne, en général, et y compris en particulier notre esprit, de venir dénoncer, critiquer, engager des polémiques avec elle. On ne l'a jamais fait. Il faut bien clarifier cette affaire. La conférence nationale épiscopale est restée dans ce rôle. Elle a exercé sa fonction prophétique habituelle. Comme vous lisez le communiqué, ils ont dénoncé l'État qui gangrène notre pays. En le faisant, l'Église n'invente rien. Nous-mêmes, on le fait. Mais bon, l'autorité de la voix de l'Église donne une dimension à cette dénonciation-là, à ce recensement d'état de la société camerounaise. Donc, ça, il ne nous viendra jamais à l'esprit de critiquer ça. Même si on l'a toujours arrêté, même si on peut avoir arrêté, il y a 1000 raisons de le faire. On peut même critiquer la fonction prophétique de l'Église. C'est pas une vérité révélée qui s'impose à tout le monde, y compris les non-catholiques. On peut même critiquer toutes ces fonctions, n'est-ce pas, qui fondent, n'est-ce pas, la mission de l'Église. Mais j'ai dit, pour démontrer que nous ne sommes pas dans la polémique inutile, chaque fois que l'Église catholique au Cameroun est restée dans ce rôle-là, nous, on l'a jamais critiqué. Nous sommes montés au Canada plusieurs fois pour dénoncer le fait que certains prélats, à l'époque même c'était le cardinal, prennent des positions politiciennes. Et il faut toujours rappeler ça. Chaque fois que les membres de l'Église catholique, ou bien l'Église catholique, va quitter, n'est-ce pas, la chaire pastorale, sa chaire missionnaire, pour entrer dans le jeu politicien, mais nous allons les traiter comme tels. On ne peut pas nous dire que, bon, ok, du fait de son autorité morale supposée, quand ces éléments basculent dans la politique politicienne, n'est-ce pas, nous avons l'obligation de nous taire et faire le Ave Maria. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand ils descendent dans l'arène politique, leur onction, leur autorité, ça reste là-bas, ça reste à l'hôtel. Et là, ils sont des citoyens comme tout le monde. On les critique. Parce que, écoutez, le pouvoir qui est critiqué, le pouvoir qui est critiqué, même le président de la République et le gouvernement sont en droit d'estimer que les critiques ne sont pas les bienvenues. Donc, c'est réciproque. Donc, ils sont en droit de le dire. Donc, la critique appelle l'autocritique. Quand vous critiquez, attendez-vous à l'autocritique. Attendez-vous à des réactions qui viennent de vos positions. Donc, je pense que ceux qui ont voulu nous attaquer de manière basse comme d'habitude doivent ronger leurs freins là actuellement parce que la conférence épiscopale, qui est la voix officielle de l'Église catholique au Cameroun, est restée dans son rôle. Ce rôle-là, je le dis, dans les conditions actuelles du Cameroun, nous, on n'a pas d'intérêt à aller à critiquer ça. C'est pas ça qui ça n'a jamais été un problème pour nous. Mais je le répète, que ce soit Monseigneur Cléda et ses acolytes, ils sont entrés dans le jeu politicien en prenant des positions politiques. Quand vous demandez à un chef d'État qui n'a pas le droit de se présenter, que sa candidature ne serait pas réaliste, quand vous dites qu'il faut même que le diable vienne gouverner le Cameroun et que ça serait mieux que ça, quand même certains prélats, hein, il y a un certain abbé dont je ne ferai pas le nom d'évoquer le nom ici, qui dit que non, il faut même que les chrétiens arrêtent de cotiser, de payer, de vouloir faire de l'Église un parti d'opposition. Alors, mais quand c'est comme ça, nous, on va se lever, on prendra nos responsabilités, on va dénoncer avec la dernière énergie, parce que là, c'est une manipulation salement orchestrée, qui certainement va de nature à déstabiliser notre pays, comme on l'a observé ailleurs. Tout à l'heure, je prendrai des cas, on va faire des comparaisons, comme on l'a fait ailleurs. Donc, nous sommes heureux, n'est-ce pas, que
la conférence épiscopale nationale nous donne raison. Il faut le dire de manière claire. Nous donne raison et a pratiquement désavoué, n'est-ce pas, ces prélats-là qui se sont engagés sur le terrain purement politicien. Voilà, purement politicien. L'Église n'a pas vocation à remplacer les partis politiques. L'Église n'a pas vocation à remplacer une véritable société civile. Donc, il est vrai que, de par sa fonction prophétique, elle peut être amenée à prendre des positions décisives. Là où, entre guillemets, on estime que le peuple est tellement écrasé, il n'a plus de voie de recours, tous les moyens d'expression, de représentativité du peuple ont été anéantis. En ce moment-là, l'Église peut revendiquer un rôle prophétique qui est lié justement à cette fonction qu'elle revendique, mais ce n'est pas le cas au Cameroun, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, voilà, il fallait prendre acte de cette évolution qui est importante à la faveur de ce qu'on a vu monter dans notre pays. Deuxièmement, à un autre niveau, il faut interroger ces divergences, ces écarts, qui s'est bien contrôlés, bien maîtrisés, ne sont pas anodins. Vous avez vu très bien que M. Cléda et ses acolytes ont été d'abord désavoués, dans une certaine mesure, par Monseigneur Mbarga, du diocèse de Yaoundé, qui, à la faveur de la cérémonie de vœux, a pris des positions qui... Il a, en outre, il a salué les rapports, je cite, très étroits, féconds et prospères qui existent entre l'État du Cameroun et l'Église catholique. Il allait même plus loin. Il a dit que le président Biya n'est pas le problème du Cameroun. Alors, maintenant, quand il dit ça, on peut le critiquer. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent le critiquer, et ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette divergence-là. C'est de voir cette divergence entre les voix imminentes de l'Église catholique. Deuxièmement, au Cameroun. À un autre niveau, il y a le fait qu'après tout ça, la conférence épiscopale du Cameroun vient clore ce débat à l'issue de son séminaire annuel, je pense le 48e, et que les prélats qui avaient pris des positions viennent signer, ils ont signé, la fiche est là, ont signé un communiqué qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils ont dit. Ça, ce n'est pas anodin. Et pour les naïfs, ils ne comprennent pas. Même nous, on comprend ça. Nous qui essayons d'observer profondément la vie politique et l'histoire du pays, nous, on est habitués à ce genre de choses. Vous savez, je l'ai déjà indiqué plusieurs fois, les religions parlent de Dieu, revendiquent un rôle de médiateur exclusif entre nous et Dieu. Et à partir de là, constitue ce qu'on appelle les groupes religieux, les confessions religieuses. Mais cette vocation religieuse n'empêche pas que les églises soient des groupes, des institutions qui portent de gros intérêts matériels. Il ne faut pas que les gens soient naïfs. Je dis bien des gros intérêts matériels. Et ces gros intérêts matériels surdéterminent ou déterminent leur position sociopolitique, déterminent même leur comportement dans la société. Alors, si on se limite simplement devant le discours officiel, l'évocation qu'on nous présente, en faisant fi de l'ensemble des intérêts matériels, souvent même des classes, qui structurent les groupes religieux en général et en particulier l'Église catholique au Cameroun, on est dans la naïveté. L'Église catholique au Cameroun, comme ailleurs, est déterminée par ses avoirs matériels, par ses acquisitions matérielles, ses gains historico-matériels qu'elle a accumulés. Elle ne prendra aucune position qui puisse remettre ça en cause. Chaque position qu'elle va prendre, c'est pas seulement vrai pour elle, c'est vrai pour tous les groupes religieux. Chaque position qu'elle va prendre est déterminée en grande partie, mais on ne mettra jamais ça devant, par des dynamiques de modification des rapports de force entre elle et le pouvoir,
pour obtenir des avantages, qu'ils soient symboliques, qu'ils soient matériels, dans le but de maximiser ce qu'ils ont déjà. Donc, il ne faut pas que les gens rêvent. Tout ça marche avec l'argent. Les cathédrales sont construites avec l'argent. Tout le fonctionnement, l'Église catholique, son fonctionnement, la bureaucratie religieuse catholique fonctionne avec de l'argent. C'est pas avec les prix qu'on construit que ça fonctionne. Donc, dans la dynamique sociale, cette Église catholique, dans son ensemble, veille à ce que les changements politiques ne remettent pas en cause, n'est-ce pas, ces intérêts-là. Et puis, ça aussi, ils savent aussi anticiper. Quand vous êtes dans une situation sociale comme celle du Cameroun, où l'inflation est galopante, et qu'un gouvernement néocolonial est faiblement performant, n'est-ce pas, à tous les points de vue, mais l'Église gère la colère de ses ouailles et même du peuple, dans le sens de consolider son autorité, de ne pas laisser le clergé, n'est-ce pas, la hiérarchie cléricale, être contaminé par, n'est-ce pas, l'image de l'action gouvernementale, par exemple. Vous voyez, donc il y a tout ça qui entre en jeu. On n'est pas à faire, c'est pas une histoire de l'esprit, hein. C'est pas une histoire de l'esprit, c'est pas une histoire de gens tellement préoccupés par le ciel, c'est pas que le problème terrestre, le problème de gérer les richesses qu'on a accumulées au niveau terrestre, passerait en arrière-plan. L'histoire de l'Église au Cameroun montre que ce n'est pas dans leur habitude. C'est pas dans leur habitude. L'Église catholique au Cameroun, le gouvernement, pour recevoir les choses, pour obtenir les choses, et toutes ces sorties ne sont pas à l'abri de ça. Parce que quand vous regardez comment les prélats sortent, celui de Yaoundé prend une position, après avoir pris une autre, qui va dans le sens de calmer le jeu, et après la conférence nationale épiscopale fait une sortie de neutralité, il fait que naïf pour que tout ça n'est pas bien organisé, dans le sens des intérêts de l'Église catholique. Or, notre rôle, c'est de rappeler que les intérêts des catholiques au Cameroun ne sont pas ceux du Cameroun, sont d'abord des intérêts de Rome. Et sa mission et sa vocation telle que l'Église catholique romaine l'a définie. Donc, les intérêts de la mission catholique passent avant ceux du Cameroun. Il faut le dire. Le Cameroun, ce n'est pas un pays chrétien. Il y a, dans certains États laïcs, il y a beaucoup de religions dans ce pays. Il y a beaucoup d'intérêts au Cameroun qui ne se reconnaissent pas dans la mission catholique. Et ça, on comprend ça. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, certes, elle est la plus organisée, elle est puissante de par son envergure planétaire, pour reprendre leurs propos universels, etc. Mais ce serait fait d'une extrême naïveté que de croire que quand l'Église catholique parle, quand les prélats parlent, ils ont le souci des intérêts des pauvres, etc. Ils ont le souci, n'est-ce pas, du Cameroun avant les intérêts de l'Église catholique au Cameroun et du Vatican. Il ne faut pas être naïf. C'est un État, le Vatican, avec un président qui s'appelle le pape. Il est chef d'État et en même temps chef spirituel. Écoutez bien, il faut qu'on rappelle son genre. Et la conférence nationale épiscopale du Cameroun, l'Église catholique au Cameroun, est un démembrement du Vatican. C'est un démembrement du Vatican. Ils obéissent d'abord au Vatican avant d'obéir au président du Cameroun. Donc il y a un jeu de rapport, ça c'est le principe, il y a un jeu en termes de rapport de force, en termes d'anticipation sur l'évolution d'un rapport de force dans lequel l'Église excelle, au Cameroun excelle, et sauf les naïfs ne sont pas au fait de cette situation-là. Et enfin, historiquement, les patriotes camerounais savent que l'Église n'a jamais été avec eux. L'Église n'a jamais été avec eux. Tout au long de l'histoire, n'a jamais été avec eux. Elle a toute l'histoire du Cameroun, depuis l'avènement de la mission catholique, elle a pour démontrer que les patriotes qui veulent vraiment changer profondément
le rapport du Cameroun, non seulement avec le monde, ne peuvent pas compter sur l'Église catholique. Et ça, les déclarations de ce type-là, pour l'alternance, pour la démocratie, les discours de convenance pour dénoncer l'injustice sociale, etc., une fois de plus, je rappelle, c'est pour tromper les naïfs. Président Bandakani, dans votre propos, vous avez démontré la différence qu'il y a entre les sorties des prélats et celles de l'Église catholique. Mais dans votre discours, c'est tout le monde qui bouffe la tontine, l'Église catholique également. Pourtant, vous démontrez bien qu'il y a une nuance. Président Bandakani, qu'est-ce qui explique ces propos, cette nuance? Bon, certains commentaires de la précédente sortie nous l'ont reproché, disent que bon, si vous respectez la forme, allez jusqu'au bout. On ne peut pas constater qu'il y a une différence de forme entre les prélats qui interviennent, se prononcent à titre individuel, et l'Église telle qu'elle est organisée au Cameroun. Mais quand je fais cette sortie, la confrère épiscopale ne s'est pas encore prononcée. Je ne dois pas me prononcer à leur place, je n'ai ni vocation, ni l'autorité pour le faire. Quand je fais cette sortie, la conférence épiscopale ne s'est pas encore prononcée. De un. De deux, le conflit entre la forme et le fond dans notre démarche est purement apparente. Elle est purement apparente parce que l'Église, quand les prélats au Cameroun s'expriment, même s'ils prennent des positions individuelles, je voudrais vous rassurer que, dans le fond, ils ne peuvent pas prendre des positions qui soient totalement en divorce avec les options essentielles de l'Église au Cameroun. Et on vient de le voir une fois de plus avec les prélats qui ont signé, n'est-ce pas, le communiqué de la conférence épiscopale. Voilà encore une preuve extraordinaire. Je voudrais rappeler quand même à certains, je voudrais rappeler que, pour mémoire, qu'est-ce qui s'est passé avec le Monseigneur Ndomo au Cameroun? Ce Monseigneur Ndomo, il s'est passé quoi? Vous avez là la gestion de l'affaire Ndomo est la preuve que le Vatican sait faire la part des choses entre ses intérêts globaux et les positions d'un évêque tant elle semble être même progressiste. Qui est Monseigneur Ndomo au Cameroun? C'est un évêque assez iconoclaste qui a pensé que la vocation de l'Église n'était pas incompatible avec une certaine, comment dire ça, avec un sens d'initiative qui se démarquait, économique, qui se démarquait des principes de la colonisation. Une Église seulement qui reçoit, qui collecte les deniers, et reçoit le financement qui vient, parlons comme ça, de l'étranger. Lui disait d'investir dans l'industrie, de monter des entreprises, etc. au Cameroun, de manière à autonomiser d'une certaine mesure, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'Église. Il avait dit, on ne peut pas conduire les gens au ciel comme si la terre n'existait pas. Mais il a dit, ça c'est une assertion générale, mais la manière dont il a traduit ça sur le terrain a fait qu'à un moment donné, il était non seulement dans le viseur, sa démarche dérangeait l'establishment religieux catholique au Cameroun, mais il a fallu qu'il y ait, n'est-ce pas, ce fameux coup d'état des anges dans lequel on l'a impliqué, pour que le Vatican choisisse clairement que, bon, là maintenant, monsieur, les intérêts globaux de l'Église sont au-dessus du rayonnement, du génie d'un prélat, quel qu'il soit. Monseigneur Ndomo a quitté le Cameroun pour une négociation, il est mort à l'étranger. Donc, pourquoi je l'appelle ça? Parce qu'à ceux qui disent que, bon, ok, vous dites que ce n'est pas la position officielle de l'Église. Et en même temps, vous, quand vous critiquez, vous humiliez toute l'Église dans son ensemble, au lieu de rester seulement sur la sortie de ces prélats-là. Mais je leur explique ça pour dire que, de manière fondamentale, l'Église catholique au Cameroun, quand un prélat s'exprime à titre individuel, c'est difficile qu'il s'éloigne, n'est-ce pas, totalement des grandes options fondamentales de l'Église. Il y a toujours une façon d'arranger ça, d'arrondir les angles entre eux, qui va laisser les naïfs sur le bord de la route à la dernière minute. Là, actuellement là, moi, je vais vous le dire, sauf pour les naïfs,
Il y a eu un deal avec le pouvoir. Ne pensez pas qu'il n'y a pas eu de deal. Il y a eu un deal. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a un deal. Mais ça, ce n'est pas à la portée du citoyen lambda, ce n'est pas à la portée du fidèle lambda. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Des groupes d'intérêts matériels sont en jeu. Donc, le faisceau d'intérêts que charrie, n'est-ce pas, que manage l'Église catholique, ce faisceau d'intérêts fait qu'il est difficile d'isoler les positions personnelles d'un prélat, et la puissance, et la puissance de cet intérêt-là. C'est ça que vous voyez dans l'histoire de notre pays. Il y a très peu de prêtres qui ont rompu avec l'Église au Cameroun, très peu, qui sont entrés en conflit. Bon, on a par le passé des personnes comme Eboussi Boulaga, Mbeng, Jean Makela, qui ont pris des positions historiques très très progressistes, n'est-ce pas, quant au rapport de l'Église catholique avec le Cameroun, même au niveau de la vocation pastorale. Hein. Même au niveau de la vocation pastorale. Le débat sur l'inculturation, hein, en son temps, le débat sur, quand vous lisez les œuvres de Jean Makela, les Boussi et consorts, sur les différents supports, les moyens, n'est-ce pas, de l'évangélisation au Cameroun, tout ça sont là pour attester, n'est-ce pas, des positions historiques que ces gens-là ont prises. Mais ils sont très peu. Le reste, c'est... On s'arrange, chacun à trouver son filon dans le magma que représente l'Église. Chacun s'arrange à tirer son épingle du jeu. Et à la fin, l'Église reste l'Église. Ses intérêts fondamentaux servent de boussole, n'est-ce pas, pour tous les prélats. Pour tous les prélats, quels qu'ils soient. Donc, critiquer la sortie des évêques, monseigneurs, de quelques prélats, à titre individuel, et raccorder ça à l'ensemble du mouvement de l'Église au Cameroun, est-ce qu'on peut faire autrement? On ne peut pas faire autrement. Pas de manière, même de par la structure, même de fonctionnement de l'Église, ses principes, dans la gestion même de ses ressources humaines, les prêtres, leur statut, tout ça et comme ça, ben, le prêtre quasiment, presque, est quasiment même une propriété de l'Église. Le prêtre lui-même là, il est quasiment une propriété de l'Église. Donc, ben, ce n'est pas une structure normale, classique. Donc, il est difficile donc quand les gens sont quasiment la propriété de leur organisation, titre individuel, il est difficile, une fois qu'on a dépassé les nuances, de séparer les deux. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça que dans la critique que nous avons faite, nous avons navigué, n'est-ce pas? On a navigué sur le terrain personnel et sur le terrain de l'institution dans son ensemble. Monsieur le Président, j'aimerais vous relancer sur l'une des choses que vous avez dites concernant l'Église catholique. Vous avez dit l'Église catholique gère beaucoup d'intérêts et généralement ces positions sont motivées à travers les acquis qui sont déjà à disposition. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais savoir, dans le communiqué de cette conférence épiscopale nationale, il est fait mention de la loi numéro 003/2006 du 25 avril 2006 parlant de la déclaration des biens. Vous avez fait mention dans votre propos que l'Église catholique, généralement, quand il s'agit des enjeux, leur position par rapport à leurs acquis prime. Monsieur le Président, nous aimerions savoir quel est le rapport de l'Église catholique avec les questions d'argent. Pour faire simple. L'argent public, dans le sens plus large, son patrimoine économique. Je comprends. Que nous nous rendons compte que l'Église catholique... Je comprends très bien, un balai pas devant sa porte, en fait. C'est-à-dire que, bon, je pense que... nous voulons bien comprendre cet aspect des choses. Bon, d'abord, au niveau des principes, je comprends que l'Église demande à l'État d'appliquer l'article 66, là. Parce que personne n'a obligé l'État à incorporer ça dans la Constitution. Donc l'Église catholique, épiscopale, fait bien de demander à l'État d'appliquer, sauf que, en même temps, c'est là où il y a une nuance
est très très subtil. C'est que même dans la Constitution, il n'y a pas un délai qu'on a imposé à l'État pour appliquer ça. C'est ça le problème. Si on veut être rigoureux, on est rigoureux jusqu'au bout. C'est-à-dire que le principe est énoncé, il faut une loi d'application, mais il n'y a pas de délai en la matière. Donc il y a un boulevard que chacun peut utiliser. Hein. Ceux qui défendent l'État. Sommes-nous là dans une tentative de manipulation? Non, je vois, il y a une subtilité stratégique. Il y a de la subtilité stratégique qui est liée, je vous ai dit, à la mission même de la conférence nationale épiscopale qui, considérant que elle dirige un troupeau dont les membres viennent de tous les bords dans le pays, il faut qu'elle prenne suffisamment de la hauteur. Enfin, c'est ça, c'est pas compliqué. Donc, je parle de subtilité stratégique. La conférence épiscopale s'occupe des problèmes les plus généraux possibles. Les problèmes, parlons comme ça, d'intérêt général possible. Et ça, je vous dis, ça, c'est son honneur. Hein. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Rassurez-vous, je ne fais pas votre question. Mais je vais rester sur l'essentiel de notre démarche en tant que parti politique, en tant que panafricaniste. Les catholiques ont des accords avec l'État du Cameroun. Je respecte ça. Je sais que ces accords existent. Je ne peux pas être plus réaliste que le roi. L'avenir aidant, peut-être ces accords évolueront, mais peut-être pour l'instant, il y a ces accords. Je dis simplement que il faut que les gens lisent ces accords-là jusqu'au bout. Il ne faut pas que des gens font comme si on a fait une institution philanthropique, une institution extrêmement gentille et bonne, parce qu'elle annonce l'évangile de Jésus-Christ. C'est tout ce que je veux par là dire. Je veux attirer les gens. C'est un démembrement d'un État qui s'appelle le Vatican, qui n'est pas un État camerounais, qui a des objectifs universels en termes de conquête des âmes. Des âmes, c'est pas le roi de l'État du Cameroun. Je veux simplement rappeler ces divergences-là, pardon, ces différences en termes de raison d'être, en termes de vocation. Et là, il faut faire attention quand on fait des mélanges. Quand on fait des mélanges. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi l'État du Cameroun, c'est le choix de l'État du Cameroun, mais l'État du Cameroun ne se mêle pas des affaires intérieures du Vatican, dont l'Église catholique. Pourtant, il y a beaucoup à dire. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Pourquoi l'Église catholique ne balaie pas devant sa porte? Pourquoi elle pense que les scandales qui jalonnent son histoire, et ces scandales sont si nombreux, qu'il y a des raisons que ça justifie largement le fait qu'on se pose des questions sur la validité de son message, et même de son Jésus. C'est-à-dire qu'il y a trop de raisons. Mais l'État camerounais se limite à gérer la substance des liens diplomatiques qui la lient au Vatican. Ça veut dire que le cas du Cameroun a une façon d'analyser ce rapport de force, certainement, estime que, bon, dans le cas d'espèce, son intérêt, ce n'est pas d'entrer frontalement en conflit avec l'institution catholique, parce qu'il considère que, bon, c'est un démembrement local à partir du moment où les relations avec la maison mère, le chef de l'État du Vatican n'est pas dans une situation délétère, on peut laisser les démembrements locaux brailler. Mais là aussi, nous trouvons qu'il y a une espèce de naïveté de la part de l'État du Cameroun. Mais on comprend. C'est un État néocolonial de manière fondamentale et substantielle. Les démembrements de l'Église catholique n'entrent pas en conflit avec le Vatican. Donc c'est l'ensemble même, c'est le Vatican, en tant qu'institution centrale de l'Église catholique, la manière dont elle se définit, son droit canon, tous ces différents magistères, etc. C'est ça qu'il faut analyser pour voir si effectivement à un moment donné, il y a compatibilité entre les intérêts de l'État du Cameroun et ceux du Vatican. Mais bon, c'est un débat un peu compliqué, laissons ça. Revenons à votre question pour dire que, fort de tout ceci, il y a de la subtilité stratégique dans la manière dont la conférence nationale épiscopale aborde le problème au Cameroun. Ce sont des gens sages, hein. Ils ont une certaine sagesse, ils ont de l'expérience. Donc ils savent bien manager ce genre de situation. Mais celui qui a l'œil avisé voit très bien comment on manipule une question essentielle dans le débat politique. Et on choisit seulement cette question-là. Et ça rentre dans une panoplie qui trahit même l'appartenance non dite, n'est-ce pas, de la conférence épiscopale. C'est-à-dire que ça prise une espèce, c'est-à-dire
elle prend position, elle prend parti dans des débats et elle choisit les thèmes qui l'intéressent. On est là sur le débat sur la transparence et la gestion des finances publiques. J'ai dit, je ne critique pas ça. J'ai dit l'Église, la conférence épiscopale est dans son rôle, elle s'est engouffrée dans une brèche que l'État lui-même a créée. Mais je rappelle simplement qu'il n'y a pas un délai légal en termes d'application de la loi, en termes d'élaboration du décret d'application, qui donnerait matière à ce que ça soit, comment dire ça, que ça soit un débat, je veux dire de fond, que ce soit un débat de fond, quant à l'avenir du Cameroun. Il est important, mais ce n'est pas un débat de fond. Maintenant, à partir de quel moment l'Église catholique estime que il n'est plus un État lui-même, parce qu'il est un État. Le Vatican, c'est un État. Est-ce que lui-même aussi est soumis à ces mêmes exigences? Parce que, au regard de la nature de son magistère, puisqu'elle se revendique de Jésus-Christ, elle sait très bien qu'il va devoir balayer devant sa porte, avant de balayer devant la porte des autres. Est-ce que l'Église est transparente elle-même quand elle gère les fonds? Est-ce qu'elle estime que les deniers là qu'elle collecte ne sont pas les deniers publics? C'est justement là le cœur même de notre interrogation. Est-ce que ce sont les deniers publics? Non, ben, ce n'est pas à nous de répondre, nous posons seulement des questions. Est-ce qu'elle estime que ce ne sont pas les deniers publics? Est-ce qu'elle-même brille par la transparence? Donc c'est ça que nous n'acceptons pas. C'est ça que cette subtilité qui consiste à profiter d'un magistère moral, à profiter d'un avantage moral, du fait que, bon, il y a beaucoup de Camerounais qui sont chrétiens et qui considèrent que les évêques représentent Dieu, comme si l'État représentait le diable. Il y a la confusion. Donc, l'État représente le diable, les évêques représentent Dieu. Et d'office, donc, ils ont un avantage, n'est-ce pas, moral, qui leur est conféré par leur statut. Et les missions, n'est-ce pas, les missions, n'est-ce pas, que l'Église le revendique, et l'avantage historique qu'elle a eu dans ce pays, en ayant été pratiquement la formatrice de la plupart de nos cadres, des cadres qui dirigent notre pays. Donc, vous voyez très bien qu'il y a ça. C'est comme une espèce de, moi j'ai appelé ça de paternalisme, de condescendance, de fait, lié, n'est-ce pas, à cet avantage historique que je suis en train de convoquer ici. Donc, si la transparence est capitale dans la vie du pays, c'est aussi vrai pour la vie de l'Église catholique, du moins au Cameroun, c'est aussi vrai. Mais à ce niveau-là, on ne brille pas par la transparence, parce que qui va aller surveiller la manière dont on gère les deniers de l'Église? Qui considère qu'il faut aller regarder ça? C'est comme si on allait regarder la nudité de Dieu. Bon, et vous voyez, et à partir de là, toutes sortes de confusions sont possibles, et même de manipulations sont possibles. Monsieur le Président, maintenant, question de fond. Dans le communiqué de l'Église catholique, nous voyons une forme de peinture en noir de la situation sociopolitique. On parle de la corruption, du chômage endémique, de la précarité sociale et tout ce qui va avec. Et, Monsieur le Président, nous avons l'impression que l'Église catholique se lance dans une forme de théorie de libération. Parce que dans le point 9 de ce communiqué, l'Église catholique appelle ou alors invite les Camerounais à un changement de vie, précisément à la conversion des cœurs et au changement radical des mentalités. Et les invite à ne pas être passifs, plutôt actifs, sinon ils seraient des agents ou alors des victimes de cette crise. Est-ce là une forme de théologie de la libération? Qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. C'est ce qui me permet de répondre à certaines idées confusionnistes que j'ai vues ici et là, où certains disent même que ce magistère élève de la théologie de la libération. C'est-à-dire, il y en a qui m'ont répondu en disant que l'Église est dans son rôle, en référence à la théologie de la libération. C'est une confusion qui n'a pas de sens. L'Église catholique sous Jean-Paul II a traqué et persécuté et excommunié la théologie de la libération, considérant que ça n'a rien à voir avec le message évangélique. Il faut que les gens rappellent ça. LD Dom Camara, qui était un des figures majeures de la théologie de la libération, a été excommunié, c'était en Amérique latine.
des prêtres ont été excommuniés en Amérique latine. Parce qu'il faut rappeler que la théologie de la libération, contrairement à ceux qui veulent nous balancer ça au visage, était proche des thèses marxistes. Or, l'Église catholique, par essence, estime que le communisme vient, c'est le diable en personne, puisqu'il est athée. Voilà, donc c'est le diable en personne. Donc, il faut que les gens évitent de faire des confusions. Donc, les tenants de la théologie de la libération, les prêtres qui se sont amourachés de cette théorie, de cette idéologie, ont été, c'est-à-dire, réprimés par l'Église. Pape Jean-Paul II, à son temps, refusait même de saluer ces prêtres-là. Il y a des photos, il y a des photos où un prêtre d'Amérique latine qui revendiquait son appartenance qui estimait que la théologie de la libération n'était pas incompatible avec le message évangélique, il a voulu saluer. Le peuple ne l'a pas salué. Il y a des photos. Jean-Paul II à l'époque ne l'a pas salué. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. On n'est pas, c'est pas la théologie de la conférence épiscopale nationale Cameroun n'a rien à voir avec la théologie de la libération. Aucun prêtre camerounais, aucun évêque camerounais ne s'est jamais revendiqué de la théologie de la libération. Les théologiens de la libération allaient même plus loin. Hein. Ils disent qu'il faut que les peuples conseillent de prendre des armes, de prendre des armes pour la cause de la libération sociale des pauvres. Mais je répète encore que ils se sont inspirés du marxisme. Alors, quand on parle de la pauvreté, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. On n'a pas ça parce que quelqu'un dit que il fait semblant d'être pour les pauvres, qu'il se bat pour les pauvres. Il y a la philanthropie. Il y a la charité catholique dans la charité là. C'est pas la même chose que une véritable lutte pour la libération des pauvres. La libération des pauvres, quand on veut lutter contre ça, ça consiste aussi à interroger profondément et à se déterminer, n'est-ce pas, par rapport au capitalisme. Or, il est très difficile pour une organisation qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'or, qui a des banques. Vous parlez là du Vatican. Bien sûr. Même l'Église catholique au Cameroun, elle a beaucoup de... Le deuxième propriétaire devient après l'État. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, elle a beaucoup d'acquis matériels que son rapport à la pauvreté, dans l'explication de la pauvreté et les solutions à apporter pour lutter contre la pauvreté, il faut faire attention, son rapport à la pauvreté, ce n'est pas un rapport progressiste au sens historique du mot. Mais nous voyons là... Attendez, je vous en prie, c'est important de faire la part des choses. C'est très important de faire la part des choses. La tradition catholique de lutte contre la pauvreté, de dénoncer, ou bien d'assistance, ou bien de la charité chrétienne, comme ils disent, la charité, est basée sur une lecture des situations sociales qui n'a rien à voir avec la lecture historique, n'est-ce pas, de la pauvreté comme étant la conséquence directe de l'exploitation capitaliste, n'est-ce pas, capitaliste. Même s'il arrive souvent que les papes catholiques font des discours qui donnent l'impression d'une véritable prise en charge de la question de la pauvreté et des pauvres, mais à ce niveau, il y a une différence. Et c'est l'une des explications du conflit qui a toujours opposé l'Église au communisme, à l'idéologie marxiste. Donc, il faut faire extrêmement attention par rapport à ce débat-là. Maintenant, pour revenir de manière fondamentale à votre question, vous savez, le pape Jean-Paul II, pendant qu'il excommuniait pratiquement les adeptes de la théologie de la libération au sein de l'Église, célébrait la démocratie, version occidentale. On se souvient tout le rôle que le pape a joué à la chute du communisme. Je crois que Jean-Paul II est célébré comme étant un des artisans majeurs de la chute du communisme. D'accord. Le communisme est donc tombé. A été remplacé par quoi? Et est-ce que l'Église catholique dans son ensemble mène la lutte avec la même rage, la même vigueur qu'il a caractérisé face au communisme, que ce soit au niveau des papes et au niveau des papes en général, au Cameroun au niveau de son démembrement? Donc, il faut être clair. Par rapport à ça, les positions sont connues. Hein.
L'Église catholique a sa doctrine sociale. Ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, ça lui sert de référentiel pour aborder les questions sociales, les questions de société dans une certaine mesure. Alors, pour ceux qui ont étudié la doctrine sociale de l'Église, savent très bien que l'Église n'est pas très portée à soutenir les révolutions. Voilà. Elle n'est pas portée à soutenir les démarches qu'elle qualifie de violentes, etc. Donc, elle prend le changement de cœur, le changement des mentalités, indépendamment des conditions historiques, des conditions sociales, des conditions structurelles même qui travaillent la vie des gens. Elle met ça en avant. Bon, c'est son droit le plus absolu. Hein. Ce n'est pas un jugement de valeur. Mais je vous montre simplement la différence. Alors, il y a une société complexe comme celle du Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Lorsque on se contente, on se limite, quand on explique la situation du Cameroun, à la bonne gouvernance, à la démocratie, à la transparence, de manière structurelle, de manière idéologique, on est dans quel camp? Il ne faut pas que les gens... faut pas qu'on joue. On est dans quel camp? Quand au Cameroun, on estime que le problème fondamental, et dans les pays africains, c'est la tenance à la tête des États, c'est la bonne gouvernance, la bonne gestion des deniers publics, etc. On est dans quel camp? Lorsqu'en même temps, pendant qu'on dit ça, l'Église en elle-même n'est pas dirigée par la démocratie, du moins tel qu'il est vécu, tel qu'elle est vécue historiquement dans les rapports internationaux. Elle-même ne brille pas par la transparence dans la gestion de ses deniers publics. Il n'y a pas d'alternance à la tête de l'Église. Elle n'est pas gouvernée par ces principes-là. Ouais, il faut se poser la question. On est en droit de se poser des questions sur les motivations profondes et réelles de cet alignement idéologico-politique. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. L'Église se comporte un peu comme le FMI et la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'une espèce de supra-institution au-dessus des États, pas, et qui ont pour mission de montrer le chemin aux États, d'être carrément les tuteurs moraux, spirituels des États, sans qu'en retour, on ait le droit de remettre en cause le fonctionnement de l'Église, y compris dans ses orientations les plus fondamentales. Alors qu'elle est pratiquement, elle est en immersion dans des sociétés qui ont tout donné à l'Église. Mais est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce qu'il y a une véritable réciprocité? Non seulement dans la définition même des orientations fondamentales de l'Église. Par exemple, est-ce qu'on peut remettre en cause l'extrême romanisation de l'Église catholique? Par exemple, est-ce qu'on peut remettre ça en cause? Bon, c'est un rapport unilatéral aux sociétés africaines en général et aux sociétés camerounaises en particulier. Mais en même temps, on se comporte avec les États camerounais, avec l'État camerounais dans un rapport, comme j'ai dit, de tuteur, de mentor, mentor spirituel, mentor. D'ailleurs, ils disent que la Vierge Marie est la patronne du Cameroun. On entend ça tous les jours. Je sais pas là où il y a eu un débat entre les Camerounais et l'Église catholique sur le fait que Marie est la patronne du Cameroun. Je prends un exemple comme ça. Bon, il y a des débats sérieux là. Qu'est-ce qu'on met sur la table et que si les gens ne sont pas seulement dans les dynamiques d'anti-biaïsme primaire, d'anti-gouvernementalisme primaire, mais on peut se poser des questions, on a le droit de se poser des questions sur la valeur même des positions que l'Église catholique prend au Cameroun. Derrière les apparences de progrès qu'il y a derrière tout ça. Donc moi je pense que nous disons que nous on est clair quand on observe tout ça. La confrère épiscopale au Cameroun n'est pas dans le champ du changement. Maintenant, ça dépend de ce qu'on met dans le changement. Si le changement, c'est chasser le président Biya, changer le gouvernement, ok. Mais on sait très bien que c'est pas ça le changement, ça n'a rien à voir. La structure de l'État camerounais, c'est une structure néocoloniale. Quand on parle des structures du péché, puisque c'est devenu dans la communiqué, la structure du péché, mais la structure, oui. Les structures de péché qui ont perverti les relations internationales ont trouvé dans nos
dans nos pays un terrain privilégié. Oui, mais alors, donc, alors, il faut qu'on tire les conséquences. Très bien, très bien. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Église met en avant ce concept de structure du péché. Hein. C'est depuis même la publication de Ecclesia in Africa, on laisse le pape Jean-Paul II, qui était le synode pour l'Afrique, je crois. Synode pour l'Afrique. Donc, l'idée de structure du péché, c'est un noyau central dans la réflexion de l'Église, non seulement sur la situation des pays africains, mais dans son rapport elle-même avec ces pays africains-là. Donc, tout sont clairs. Si on estime que les structures du péché au niveau international trouvent un terrain propice au niveau du Cameroun, ben, qu'on tire les conséquences. Si c'est un État néocolonial, les sujets, parce que en fait c'est ça, quand on dit la structure internationale du péché, c'est la structure néocoloniale de nos États. Mais pourquoi l'Église ne parle jamais du franc CFA? Pourquoi elle ne s'occupe pas des questions monétaires structurelles? Elle aurait été d'un grand coup de pouce. Le Vatican aurait été d'un grand appui pour les pays africains dans leur lutte contre le franc CFA. Par exemple, si on prend ça, je laisse de côté tous les autres débats sur les ingérences militaires, etc., y compris même sociétales. Mais quand on reprend son compte, les concepts même qui découlent directement des structures du péché à l'international, comme la démocratie, comme la bonne gouvernance, etc., c'est de la confusion. C'est de la confusion. C'est à ce niveau que nous, on se lève pour interpeller les figures centrales de l'Église dans ses sorties, dans la mission qu'elle se donne, dans le débat politique dans notre pays. Président Bandakani, vous avez parlé de la doctrine sociale de l'Église qui l'amène à rarement être du côté des mouvements révolutionnaires en Afrique. Président Bandakani, est-ce que l'Église catholique n'est-elle pas comptable du régime du président? Bien sûr, bien sûr. Et plus généralement de l'état du monde? Bien sûr, mais à l'époque, quand j'étais... moi, j'ai travaillé dans les structures catholiques. À un moment donné de ma vie, à l'époque, feu le cardinal Toumi, à la veille d'un voyage pour l'Italie, il nous avait réunis. Et moi, je lui ai posé la question, mais comment est-ce qu'il peut expliquer que la plupart des cadres qui étaient formés par l'Église dirigent le Cameroun et ne pratiquent pas le message chrétien dans leur comportement? Le cardinal m'a répondu devant un témoin qu'il n'a pas de réponse à cette question. Mais il a même encore, il y a une vidéo qui circule où le même débat est revenu, où le cardinal dit que mais il ne comprend pas comment, lui il reconnaît que mais comment est-ce que les chrétiens sont à la tête des pays, sont dans le gouvernement et leur comportement n'a rien de chrétien. Donc c'est un vrai débat. Bien sûr qu'elle n'endosse pas de responsabilité. Bien sûr, elle n'endosse pas de responsabilité. Et elle fuit ça en se mettant en première ligne. C'est pour ça qu'elle veut. C'est pour ça qu'il y a cette tentative de préemption sur les sujets importants du pays, de manière à faire à ce que la crédibilité de la voix de l'Église soit mise au service de notions, de concepts opératoires dangereux pour nos pays, tels que la démocratie néocoloniale, la transparence dans la gestion, version néocoloniale, la bonne gouvernance, version néocoloniale. Si la voix de l'Église se limite à ça, elle fait partie du problème. Elle fait partie du problème. C'est clair et net. Et je pense qu'il est évident que l'Église ne peut pas se dire que on ne sont pas responsables. Non, elle est responsable. Elle est responsable. Donc c'est pour ça que je dis que moi, nous n'entrons pas dans ce jeu de ping-pong qui consiste à oublier que cet État-là, c'est un État néocolonial catholique sur le plan de l'histoire. C'est un État catholique. Les catholiques ont joué un très grand rôle dans l'avènement de cet État néocolonial au Cameroun, dans sa conservation et dans son maintien jusqu'à nos jours. Ils ont joué un très très grand rôle. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Les querelles de ce type, nous on est là pour veiller à ce que ça n'emporte pas le Cameroun. Parce qu'il y a une habitude qui consiste à faire porter le chapeau à quelqu'un, et un agneau de sacrifice qu'on va dresser.
on déverse tous les péchés, le péché de tous sur lui, et dès qu'il est parti, on continue, en ayant reverni le système. Non, maintenant, tu fais 2 mandats, tu pars, c'est la démocratie, et puis on clôt le débat. Non, il y a des vrais sujets sur la table. La libération de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Ça interpelle l'Église ou non? Nous savons qu'elle n'aime pas beaucoup ce type de sujet. Monsieur le Président, maintenant, beaucoup plus sur le volet politique de cette émission. Récemment, vous avez fait une sortie sur les stratégies d'une partie de l'opposition. On appelait ça généralement l'opposition néocoloniale. Ce n'est pas une appellation, c'est un fait. Et vous démontrez les limites de cette stratégie lorsqu'il s'agissait par exemple de l'électoralisme sur lequel il devait s'appuyer pour une éventuelle victoire à l'élection présidentielle. Monsieur le Président, beaucoup ont peut-être de bonne foi n'ont pas compris cette position parce qu'ils vous regardent également comme un opposant sur la base que si vous êtes un opposant, vous ne devez pas tirer sur vos compères de l'opposition. Que dites-vous ou alors que répondez-vous à ça? Ben, c'est une camisole de force dans laquelle on veut tous nous enfermer. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis un homme libre. Je ne peux pas accepter qu'on m'enferme dans une camisole de force. C'est de très mauvaises camisoles de force. Nous n'avons pas cessé de dire depuis très longtemps qu'il y a des oppositions au Cameroun. Il faut que les Camerounais s'habituent à accepter ça. On ne va pas dénoncer la dictature, on vient imposer une dictature dans l'opposition. Il n'y a pas un parti unique de l'opposition. Il faut que les gens arrêtent ça. Il y a des oppositions au Cameroun. Et les différences, les divergences sont sérieuses. Ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Je ne dis pas que ces divergences ne peuvent pas aboutir à des convergences. Non, pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il faut d'abord les accepter, les constater et les respecter. Mais les gens veulent créer un grand parti uni de l'opposition au Cameroun. Pour soi-disant l'opposer au parti unique en face du pouvoir. C'est-à-dire l'opposer et enfermer le débat politique au Cameroun dans ce clivage-là. C'est inacceptable, c'est dangereux, c'est antidémocratique de manière fondamentale. Alors, quand on crée nos partis politiques, ce n'est pas en unité, hein. Il n'y a pas de réunion où on s'assoit tous ceux qui veulent créer des partis, après un salon, on s'assoit, on dit qu'on crée le parti ensemble. Chacun crée son parti sur la base des idées qui se fait du pays. Mais pourquoi il y a une extrême fixation sur vous, Monsieur le Président? Sur le président Malakani, mais parce que je suis le problème. Mais je le sais très bien. Alors, faute de ma voix, il faut me détruire. Quand je refuse de m'aligner, ils connaissent notre poids. Ils disent qu'on ne représente rien, je lis, on n'a pas d'élu, on ne peut pas avoir une voix à l'élection présidentielle. Mais tous ces partis-là, toutes ces coalitions ont d'abord cherché à nous avoir avec elles. Pourquoi? Ça ne représente rien. Pourquoi vous nous cherchez? Pourquoi vous venez vers nous? Mais deuxièmement, ils connaissent notre poids. Ils savent. Ils savent. La représentativité politique, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des élus dans un pays comme le Cameroun, et même ailleurs. Il y a la représentativité historique, par la puissance de vos idées, le rayonnement, les résultats que vous avez obtenus. Tous les partis politiques africains élus n'ont pas fait ce que nous on a fait sans avoir des mandats électoraux. Quand on démontre le contraire, ça gêne. Ça gêne énormément. Il y a une espèce de tyrannie, n'est-ce pas, qu'on veut imposer au sein, dans le débat politique au Cameroun, en ce qui concerne l'opposition. Il y a des gourous qu'on veut nous imposer et qu'on doit accepter. Il y a des figures qu'on veut imposer comme des chefs d'office de l'opposition par tous les moyens. Nous n'allons jamais nous soumettre à ça. Je n'ai pas lutté toute ma vie pour accepter des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais je rappelle que quand nous on était dans l'opposition, c'était au gouvernement. Hein. Et ils trouvaient qu'à l'époque, c'était bon d'être au gouvernement. Maintenant qu'ils ont fini, ils découvrent les charmes de l'opposition, avec tout ce qu'ils ont fabriqué en eux, qui découvrent la beauté de critiquer, tout ça, crier, ben, nous ne mangerons jamais de ce pain-là. Et vraiment, on ne peut pas les intimider. Parce que la vérité est qu'ils n'écoutent pas les arguments qu'on donne. Ils refusent les arguments qu'on donne. Ils passent le temps à vouloir les banaliser, les démolir, en pensant que quand ils vont finir de faire ça, la terreur d'une certaine opinion fabriquée de toutes pièces dans les réseaux sociaux pourrait nous impressionner. Non, il faut plus que ça pour nous impressionner. Dans leur stratégie, il faut plus que ça. Certains. J'arrive. D'abord, pourquoi veut-on que moi je sois l'allié d'une opposition qui est anti-panafricaniste? Vous avez vu que l'opposant là s'intéresse à nos combats panafricanistes. Au contraire, ils combattent le panafricanisme. Ils combattent ça, ils ne cachent même pas. Ils combattent. Hein? Quel intérêt moi j'ai à m'aligner avec Abraham Libi? On a quoi de commun?
Qu'est-ce que j'ai en commun avec le MRC? Et donc, la communauté d'intérêt devient évidente seulement à la veille des élections présidentielles. Ça fait 15 ans que nous avons posé un vrai débat sur la table. Quelles sont les positions par rapport à ce débat? Ça, à la limite, mais s'ils pouvaient m'arrêter ce combat de l'homme et nous tuer tous, ils l'auraient fait. Tellement ils sont foncièrement anti-panafricanistes. Et on veut qu'à la faveur de l'élection présidentielle, subitement, nous ayons une communauté d'intérêt politique. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Je l'ai déjà dit, je répète, qu'il a se suicidé. Mon ambition n'est pas de renverser Paul Biya. Ce n'est pas mon objectif politique. La chute de Biya, il y a très longtemps que j'ai compris que ce n'est qu'un moyen. Il faut une fin supérieure. Tant qu'on ne définit pas les fins supérieures qui justifient la chute du président Biya, nous ne l'ignorons jamais. Or, quand on évalue leur fin supérieure, c'est quoi? Le changement. C'est quoi mais c'est un mot tellement prostitué que c'est dégoûtant, ce mot. Ça fait combien d'années qu'en Afrique on chante ce mot changement? Une fois de plus, pourquoi on refuse de faire le bilan de la tendance en Afrique depuis bientôt 40 ans? Pourquoi? Donc on nous fait croire que nos intérêts en Afrique, en général, alors que moi en particulier, sont les mêmes que ceux de M. Mitterrand qui à l'époque a dit que l'avenir c'est la démocratie et le multipartisme. Donc c'est Mitterrand qui a défini le cadre désormais où on doit évoluer. C'est incroyable. Parce que ça, c'est le discours de la Baule, où c'est-on découvert la démocratie subitement. De la Baule. Alors, c'est ça aujourd'hui, au Cameroun, c'est l'homme du discours, l'alternance, et la grande religion, c'est la reine du président Biya. Tous ceux qui insultent le président, le critiquent, sont des héros. Interrabaissement de la politique, pour moi qui suis précis, c'est inacceptable. Je préfère rester seul dans mon coin que de marcher avec ces gens. Toujours dans leur stratégie, nous avons eu à regarder l'une de vos sorties, l'une des émissions sur lesquelles portait votre analyse concernant ces limites dans leur stratégie. Et vous êtes revenu sur une question, celle du cadre électoral. Parce que beaucoup de ces partis pensent qu'ils vont gagner avec ce cadre électoral. Et s'en prévalent même des élus qu'ils disposent dans les institutions. Mais quand on regarde au fond, ils fustigent toujours Elekam, ils fustigent le président Biya, qu'ils accusent d'avoir mis à sa solde tous les institutions qui organisent et supervisent les élections au Cameroun. Que dites-vous de cette stratégie? Mais je les laisse avec leurs contradictions. Moi, je les laisse avec leurs contradictions. Parce que quand les gens transforment la politique en religion, vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Ils ne sont pas capables de débattre, c'est la religion. C'est stratégie de terreur, occupation des réseaux sociaux et des moyens de communication. D'ailleurs, qu'on a tous, qui sont tous financés en grande partie par l'argent qu'on a pris au pouvoir, pour terroriser et faire taire d'autres voix dissidentes, des voix dissidentes. Ça ne marchera jamais avec nous. Donc, il faut laisser avec leurs contradictions. J'ai demandé aux gens, mais quelle est la différence en matière de cadre électoral entre 2018 et 2025? La différence, c'est quoi? Mais les choses ont évolué, monsieur le président. Avec quoi? Le nombre de votants a augmenté. Oh. Nous avons vu un mouvement d'inscription pour avoir moins de 8000 nouveaux votants. Tout ce bruit, ça masque l'absence, la pauvreté, l'indigence de leur stratégie. En réalité, même ces gens-là sont les meilleurs accompagnateurs du président Biya. C'est ça la vérité qu'ils ne veulent pas admettre. Ce sont des accompagnateurs objectifs du président Biya. Parce que, mais regardez, qu'est-ce que 2018, ce sont les mêmes acteurs qu'il y a devant vous. De 2018 à maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour modifier le cadre électoral? Ils ont fait quoi? Les gens ne dissocient pas l'enjeu de la modification du cadre électoral et leur stratégie partisane. Regardez le niveau. C'est-à-dire les gens confondent la modification du cadre électoral avec leur stratégie en tant que parti. Ça peut pas marcher. Soit l'opposition, si on dit, est-ce que vous pouvez me revenir même sur l'idée même de l'unité de l'opposition? C'est quelle unité? Ça montre, ça dit, c'est tellement, ça dit, on a envie de pleurer quand on voit ça. C'est-à-dire que vous unissez sur la base de quoi? Ok, vous dites, ok, bon, mettons-nous ensemble pour changer le code électoral. Bon démarche. Bon démarche. Mais après, des partis au sein de ce regroupement décident de confondre leur stratégie en tant que parti et la nécessité de changer le code électoral. Vous créez des conditions objectives de l'éclatement des coalitions.
Bon, mais s'il faut apprendre ça de prétendus savants en stratégie, mais ça fait pleurer. Il n'y a pas meilleur moyen de maintenir le président Biya au pouvoir que de procéder comme ça. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous formez une coalition et vous autoproclamez d'office candidat de cette coalition. C'est-à-dire que vous demandez à votre parti de vous suivre carrément. Vous faites allusion au leader du MRC. Si vous voulez citer ça. Moi, je ne sais pas les noms, les choses sont claires. Donc, il faut que les gens soient sérieux. Si on veut faire un débat sérieux au Cameroun pour changer les choses, qu'on soit sérieux. Vous voyez comment on fait tout pour tuer le débat. Le vrai débat stratégique. La réflexion stratégique en tant qu'opposition au Cameroun, si on veut la faire, est différente de la réflexion, sur la stratégie de chaque parti. Ce n'est pas la même chose. Si on dit que le problème c'est de renverser le président Biya, alors on élève la réflexion stratégique à ce niveau. On la sépare des stratégies de parti. Mais si vous confondez les deux, vous créez les conditions objectives de la division. Bon, qu'est-ce qui les unit alors? C'est le départ de Paul Biya. C'est pas de la... Vraiment, c'est pas au niveau. Parce que c'est la même manière de faire rester Paul Biya au pouvoir. C'est parce qu'il faut bien voir cette nuance-là. Donc, quand nous voyons tout ça, avec l'expérience que nous avons du jeu politique à monde, vous voulez qu'on aille s'aligner des choses comme ça? Est-ce que c'est sérieux ça? Mais les gens font comme si non. On ne renverse pas une dictature supposée d'après leur langage, comme le président Biya, avec le bruit dans les réseaux sociaux, avec l'agitation partisane. Il faut une stratégie politique. Il faut une stratégie en termes de mobilisation des populations qui n'a rien à voir, je répète une fois de plus, avec la dynamique des partis politiques, pris individuellement. Prenons en 90. Qu'est-ce qui a fait le succès de l'opposition en 90? Il faut encore rappeler ça. C'est le mouvement social qui a précédé l'émergence des partis. C'est-à-dire que les populations se sont mobilisées. Les luttes pour la démocratie n'étaient pas au départ les luttes partisanes. Non. Au départ, ce n'était pas que tel parti veut gagner l'élection présidentielle, vers le pouvoir. Non. C'est dans cette mouvance populaire pour la démocratie et la liberté que des figures ont émergé. Froundi, les autres, sous le travail extraordinaire des IPCistes qui ont porté derrière tout ce combat à l'époque. On était là en 90. Donc, c'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait. C'est que M. Komboundi fasse le résultat qu'il a fait à l'époque. Et une fois de plus, la stratégie globale n'était pas derrière les partis. C'était plutôt les partis qui s'alignaient sur cette stratégie. Comme ça qu'on a fait l'Union pour le changement, qu'on a fait l'ACN, etc. Mais dès que l'opposition camerounaise, déjà à l'époque, le débat se posait déjà, dès que l'opposition camerounaise, à l'époque, a commencé à mettre en avant les stratégies partisanes, Froundi va dire, quiconque veut changer le Cameroun doit entrer au SDF. C'est pas nouveau, hein. La tentative de hold-up terroriste là, que certains mouvements avaient fait dans l'opposition camerounaise, c'est pas nouveau. Et c'est qui a tué l'opposition au Cameroun. Dès que Froundi a dit, après 92, que si quelqu'un veut travailler pour changer le Cameroun, il doit entrer au SDF, ça a tué l'opposition. Ça a tué l'opposition. Et la dynamique du SDF s'est épuisée. Elle s'est épuisée. Donc, pourquoi les gens ne font comme si il n'y a pas de mémoire de la lutte de l'opposition au Cameroun? Moi, je suis un témoin vivant pour avoir été un des acteurs majeurs. Je suis un témoin vivant, donc je ne peux pas accepter ça, parce que ce n'est pas ça lutter contre le changement. Ce n'est pas ça lutter pour que le régime Biya tombe. Ce n'est pas ça. Avec une telle stratégie, mais le président Biya peut partir. Il y aurait que le changement soit remplacé par son fils. C'est remplacé par un ballon du régime. Puisque de manière organisationnelle, l'opposition comme là ne veut pas travailler à une véritable stratégie qui permet réellement comment dire ça, de neutraliser, de neutraliser les forces, n'est-ce pas, les forces politiques du régime. C'est pas ça. Il ne faut pas être à la veille d'une élection présidentielle comme celle-ci, que vous jugez de capital et avoir ce niveau stratégique. Ce n'est pas la veille d'une élection présidentielle, ce n'est pas le jour de l'élection qu'on commence à réfléchir sur une coalition purement électoraliste. Non, pas sérieux. Donc, il y a des oppositions au Cameroun. Moi, je suis un UPCiste. Pour que je m'allie
à quelqu'un qui n'est pas de mon pays idéologique, il faut certaines conditions. Il faut une discussion sérieuse. Mais on peut remplacer la discussion par la terreur, les injures, le dénigrement. Plus ils le feront, plus ils nous trouveront en face d'eux. Monsieur le Président, toujours dans le cadre de cette stratégie, c'est un fustige large, très avancé du président Paul Biya et qui ferait de sorte que, par exemple, il n'est plus qu'à rempiler. Peut-être qu'il devrait s'arrêter là. Parce que quand nous lisons le communiqué de la conférence épiscopale, ils ont rappelé pratiquement 42 ans. Et là, ils font référence au président Biya et plus de 60 ans d'indépendance du Cameroun. Et quand on regarde le bilan sur le plan socio-économique, c'est une catastrophe. Que pensez-vous alors? À partir du moment où l'Église catholique est en cohérence avec sa doctrine sociale, dont j'ai démontré tout à l'heure les limites, moi ça ne m'engage pas, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est que quand ils entrent dans l'arène partisane, allez, on va monter au créneau. On va monter au créneau. Mais dans le fond, c'est-à-dire que sur le plan de la stratégie, c'est quoi cette démarche qui consiste à dire à quelqu'un, il ne faut pas te présenter parce que tu es vieux. Vous voyez que c'est enfantin ça. C'est un aveu de faiblesse. Mais c'est clair. Mais puisqu'il vous dit qu'il est là, il dit qu'il est déterminé, sa détermination à servir est intacte. Bon, vous répondez en face, tu es vieux, pas. Autrement dit, pardon, écoute-nous, pas. C'est la politique, ça. Est-ce qu'on est encore en politique, ça? Que, pardon, écoute-nous vraiment pas. Tu es vieux, écoute-nous pas. Mais on parle de pouvoir. On parle d'intérêt, de pouvoir. C'est pas possible. Donc, c'est l'aveu d'une faiblesse terrible. Et quand on dit ça, on combat l'opposition. Ça me fait rire. Mais je combats l'opposition, oui. Monsieur le Président, attendez, moi je combats l'opposition néocoloniale, comme elle aussi combat les panafricanistes. Pourquoi qu'on parle? Et tout à l'heure, je vais démontrer les compromissions de cette opposition avec le pouvoir. Allez-y, allez-y. Donc, c'est quand même terrible. Vous voulez qu'on va s'aligner pour dire au président, Monsieur le Président, pardon, vous êtes vieux parti. Parce que d'autres estiment. Même Joe Biden, même aux États-Unis, c'est un mouvement puissant qu'il a écarté. Le rapport de force. Mais bien sûr, non. Et même après, il a continué à dire que lui, il aurait gagné de l'atome. Il y a eu un mouvement. C'est-à-dire, quand les démocrates ont vu que mais, ça ne va pas, on ne peut pas gagner avec lui, quand ils ont essayé d'assassiner Trump 2 fois, ils n'ont pas pu, qui sont passés à le dernier plan, à savoir écarter Joe Biden, qui jusqu'aujourd'hui continue à dire qu'on l'a écarté illégalement. Et que lui, il était en mesure de gagner, de battre Donald Trump. Il l'a encore dit dernièrement. Donc, au Cameroun, on est en train de supplier, on prie même Dieu pour qu'il fasse partie pour du pouvoir parce qu'il est vieux, etc. Mais c'est pitoyable. Maintenant, il vous répond. Il a répondu dans son discours. Mais Monsieur le Président, certains estiment qu'en le soutenant, mais attendez, on renforce l'endocolona qui pourrait bénéficier. Oui, très belle question. Alors, cette chute du régime. Très belle question. Très belle question. On renforce l'endocolona. Ok, c'est quoi qu'on s'appelle l'endocolona au Cameroun? Ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Ce grand lobby géo-ethnique néocolonial, j'ai dit le grand lobby géo-ethnique néocolonial, qui le jour est dans l'opposition, mais la nuit est avec le régime, gagne des marchés, s'enrichit dans les marchés d'État, obtient les monopoles économiques et les monopoles d'affaires de la part de l'État. Ce grand lobby, je répète, ce grand lobby que tout le monde voit. Mais c'est ça aussi l'endocolona. Mais attends, quand on parle de l'église catholique, c'est quoi? Attends, la conférence, c'est quoi? C'est l'endocolona aussi. C'est un puissant lobby. Je dis qu'une bonne part, une bonne partie de l'église catholique, c'est l'endocolona. Sauf que les gens ne savent pas ce que veut dire le concept d'endocolona. L'endocolona au Cameroun, ce n'est pas seulement au pouvoir. Oui, il y a un noyau central qui est au pouvoir, mais regardez les hommes d'affaires au Cameroun. Regardez l'église au Cameroun. Regardez le milieu traditionnel. Une bonne partie dépend de qui? Du pouvoir. En termes d'enrichissement, en termes de positionnement, d'obtention de gains symboliques, une bonne partie, tout dépend du pouvoir. De quoi est-ce qu'on parle? Mais ce grand lobby géo-ethnique néocolonial, lui a décidé que lui, il peut être opposant, en même temps être du régime.
C'est ça le problème, c'est qu'on pourrait appeler une espèce de stratégie de la triangulation qui est au Cameroun. Triangulation, c'est un concept que Bill Clinton, à l'époque, pour le pouvoir, on a dit transcender le clivage partisan. Mais pour sauvegarder l'essentiel. Donc vous avez au Cameroun, ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Ce grand lobby géo-ethnique, néocolonial, lui, il peut être en même temps opposant et être du régime. Puisqu'il s'enrichit tous ces éléments, ces hommes d'affaires, les promotions intellectuelles, la création d'établissements ici et là, le gauche à droite. Vous voyez tout ce qui fleurit là. Mais ça dépend du pouvoir, oui ou non. Bien évidemment que bon, les mêmes gens financent des médias, financent des réseaux, des partis qui revendiquent le monopole de l'opposition et réduisent l'opposition au Cameroun à un anti-biaisme primaire. Mais c'est inacceptable. Non, le NMP et son président ne vont jamais accepter ça. Jamais. Jamais. Mais tout le monde voit là où ça nous a conduit. C'est la levée des enchères pour aller obtenir les marchés du pouvoir. Continuer à obtenir de l'argent de pouvoir. Je répète, c'est la levée des enchères. Continuer à s'enrichir. On crie fort le jour, la nuit pas derrière, on va négocier. Moi, je vous ai rappelé cet homme d'affaires qui, dans les années 90, a réglé son redressement fiscal, qui s'est chiffré en milliards, en étant opposant le jour. Et la nuit, il était membre du bureau politique du RDPC. Et quand c'était chose, c'est lui qui a arrêté la ville morte, entre autres. Et du coup, on a levé son problème fiscal qu'il avait avec l'État du Cameroun. C'est pas la première fois. Donc, ce grand lobby-là, c'est lui qui est à l'œuvre là. C'est lui qui est à l'œuvre. Donc, on va pas se plier à ça. L'accusation de combattre l'opposition en étant opposant, ça ne me fait pas. Je suis très à l'aise dans ça. Moi, je suis à l'aise dans ça. L'opposition, je suis un hypéciste. Je suis panafricaniste. Mes positions sont connues. Je suis libre de m'allier avec qui je veux. Le NMP est libre de s'allier avec qui il veut. Maintenant, je peux encore vouloir créer un grand parti de l'opposition sur des bases aussi légères. La base du gouroutisme, de l'intimidation, de la violence. Ça ne peut pas passer. Parce que les conditions de l'échec sont réunies. Vous savez, les dernières élections législatives et municipales ont vu le boycott d'un parti politique qui aujourd'hui revendique le leadership dans l'opposition camerounaise. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Moi, je suis ceux qui pensent que ce parti-là n'aura pas de candidat. Pas à cause des lois, hein. Même pas à cause du fait que, en dépit des possibilités qu'il y ait à louer un parti politique, ils n'auront pas de candidat. Parce que qu'est-ce qui prouve à ces adeptes qu'on ne refera pas ce qu'on a fait au dernier de l'élection municipale législative, qu'à moins de 2 jours, à moins une heure, n'est-ce pas, de l'enregistrement des candidatures, on vient vous dire que non, vraiment, boycott de l'élection. Et après, on va raconter des histoires, et les gens vont se taire parce que c'est un gourou qui parle. Comme donne la preuve, qu'est-ce qui prouve que ce qui s'est passé à l'élection municipale législative de 2020, qu'est-ce qui prouve que ça va pas se répéter, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le même code électoral, c'est les mêmes conditions. Qu'est-ce qui prouve? Donc c'est une forme de jurisprudence pour vous. Mais c'est un fait. À l'époque, à moins quelques minutes de la décision historique du leader historique, mais chacun savait que tout le monde était sûr qu'on va aux élections, non? Après, même à la réunion, on a rassuré ceux qui s'activaient pour faire leur liste. Qu'est-ce qui prouve que la même cause, les mêmes effets, que la même cause ne produira pas le même effet? Qu'est-ce qui prouve? Moi, je l'ai posé la question. Hein. Moi, je l'ai posé la question. Bon, on ne peut pas nous interdire d'être méfiants. Analysant les mêmes causes, sachant que ça va produire les mêmes effets, on ne peut pas nous interdire d'être méfiants. Chat échaudé craint l'eau froide, c'est ce qu'on dit. Mais alors, donc, on peut nous empêcher d'être méfiants. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Sauf miracle. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'à la dernière minute, on ne va pas vous dire que non, vraiment, ça vaut plus la peine. Boycott de l'élection présidentielle. Parce que quand on focalise tout sur l'ECAM, et que l'ECAM ne change pas, parce que l'élection, c'est cette année, hein, c'est en octobre, hein,
Vous avez parlé d'éventualité. Non, ce n'est pas éventuel. L'élection est certaine. C'est en octobre. Elle est certaine. Pour reprendre quelqu'un, elle est certaine. Ce n'est pas une éventualité. Elle est certaine. Mais si elle est comme continue, donc, selon, d'après la stratégie du principal parti d'opposition autoproclamé, on fera quoi? On prendra les armes, puisqu'on dit qu'on veut le changement dans la paix, pas les élections. On prendra les armes, mais je ne sais pas si qu'après on vous dise que non. Boycottons l'élection. La politique est une affaire trop sérieuse pour qu'on réduise le sort d'un pays à ce genre d'errement stratégique. Non, ça ne marche pas. C'est inacceptable. Si on considère que le dire, c'est combattre l'opposition, je m'en fous. J'assume ça totalement. Totalement. Voilà, puisque ils considèrent que nous, on n'est pas opposés au RDPC, ben, alors le débat est clos à ce niveau. On ne fera pas un débat matin de son gens pour démontrer que nous sommes d'authentiques opposants. Alors, vous savez, on fait l'impasse sur le fait que ceux qui se font appeler aujourd'hui principaux opposants ont demandé d'adhérer au RDPC. On fait la demande qu'on va adhérer au RDPC. Il y a un fameux conseiller qui braille aujourd'hui, il donne des leçons aux gens. Il a écrit, il a demandé, il a supplié qu'il veut rentrer dans le parti. On a refusé. Vous vous rendez compte? Les traces existent. Alors, il s'agit de qui, monsieur le président? Non, je ne cite pas les noms ici. Mais il y a deux grands partis au Cameroun actuellement. Vous connaissez deux grands partis. Parce qu'il y a un parti s'est autoproclamé principal parti de l'opposition. Ils ont dit que leur leader est le leader le plus populaire, d'office est le candidat unique de l'opposition. Le débat est clos. Que non, vous n'avez même pas dire un mot, c'est lui. Il est plus populaire que la popularité. Il est vraiment, c'est-à-dire que c'est lui. Et en plus, c'est le plus grand savant que le Cameroun a eu depuis que le Cameroun existe. Donc taisez-vous. On fait allégeance, on enlève son chapeau, on baisse ses pieds, on baisse ses mains pour faire le pape. Vous vous rendez compte? On est en politique encore là. Ça, c'est pas la politique, c'est plus la politique. C'est la magie, c'est une secte, c'est une forme de religion suprême qu'on a mis là devant nous. Alors, le conseiller de ce leader interplanétaire, son conseiller, a supplié dans tout le RDPC. Supplié, il a écrit. On a refusé. Selon M. Borgia Evembe, qui vit encore, Borgia Evembe, c'est une figure du RDPC, le progressiste du RDPC, Borgia Evembe. Borgia Evembe dit que le président de ce parti a demandé dans tout le RDPC, par le sommet. Mais ça peut pas continuer comme ça. Mais qui nous a demandé lui d'entrer au RDPC? On nous taxe de sardinat, de machin. Non. Il est pensable que vous écrivez les convertir au RDPC. C'est pensable ça? Mais les gens l'ont fait. Donc on passe dessus. Pour les besoins de la cause. Quelqu'un est au gouvernement d'un régime 7 ans, appliquant la politique du président Paul Biya. Je dois lui dire non, il n'est pas comptable. Il n'est pas comptable de ça. Donc c'est le plus grand opposant. Et en plus, adhérez et taisez-vous. Quiconque essaie de blanchir, on va le lyncher. Non. Toujours dans le terrain de cette stratégie, ce parti politique dont vous faites... Vous voyez que tout ça c'est quoi ça? Voilà la politique au Cameroun. Apporter son soutien à Madame Alice Com. Ben, voilà l'exemple. Ils ne sont pas les seuls. Toute une galaxie est derrière cette dame-là. Non, c'est un mutisme de l'Église catholique, M. le Président. Comment expliquez-vous cela? Ben, ils vont vous dire que quand le pape a décidé que l'homosexualité... Il y a même la question de fond de l'homosexualité. Oui, ben, l'Église catholique, en Afrique, les prélats ont pris position. Hein. Mais j'ai dit, c'est pas ça le débat, parce que ça n'a rien changé. Aujourd'hui, en Europe, beaucoup d'homosexuels sont acceptés dans la prêtrise. Le dernier décret de Rome. Oui, sous l'impulsion de ce pape. Mais vous voyez, quand c'est ça, non, on fait semblant, on ne dit rien. Le radicalisme des conférences épiscopales, on ne voit plus ça. Tout ça, on voit. Ce double scandale est très visible.
À RDC, nous avons observé... J'allais y revenir. J'allais y revenir. C'est-à-dire que, déjà au niveau même de Rome, je vous parlais de l'extrême romanisation de l'Église catholique. Son incapacité à épouser les intérêts des cultures particulières, des peuples particuliers qui ont embrassé la foi. Je rappelle qu'on ne peut pas résoudre les problèmes universels si on n'est pas mesure d'en résoudre les problèmes particuliers. Sans résolver les problèmes particuliers qu'on atteint l'universel. Mais là, l'universalité descend du ciel, comme ça, là, écrase les particularités et par la romanisation. Alors, un des aspects de cette romanisation, c'est la question de l'homosexualité, les LGBT. Vous avez un pape qui en fait la promotion ouvertement, qui est en train d'imposer ça à l'Église, pas de voir ce que font toutes vos conférences épiscopales. Après avoir dit que non, c'est pas chez nous, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, le message évangélique est devant des défis extraordinaires, des défis décisifs. Et on n'attend pas les paroles, on veut des actes. Nous sommes de ceux qui militons pour la déromanisation du catholicisme. Nous pensons que pour qu'il y ait un catholicisme africain crédible, il ne doit pas recevoir les ordres de Rome. L'universalité ne veut pas dire recevoir les ordres de Rome. Par exemple, c'est un débat, mais vous voyez aujourd'hui ce débat-là, ça a lieu où? On masque tout ça derrière une stratégie qui consiste à s'en prendre aux États, à faire comme si l'Église au-dessus des États, machin, tout ça, quand ça tombe naïf. Prenons le cas de la RDC. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale Congo, vous connaissez le rôle qu'elle a joué pour chasser Kabila du pouvoir. Vous vous rappelez? Le pays est où? Aujourd'hui, où est cette CENCO? Vous voyez comment elle navigue dans la boue la plus abjecte. Elle est où? Elle est où? Où est le pays? Parce qu'en RDC, elle fait ce qu'elle fait ici, c'est-à-dire que les vraies structures internationales du péché qui ont pris le pays en otage depuis Léopold II, on ne veut pas l'affronter. On résout l'affaire, l'alternance, la démocratie. C'est une fuite en avant. Mais c'est même pire. Est-ce qu'il y a une démocratie dans les néocolonies? C'est à eux qu'on doit apprendre ça. C'est à eux qu'on doit apprendre ça. Le péché suprême, ce n'est pas la néocolonie. Venir occuper des pays, soumettre le peuple, ce n'est pas le péché suprême, ça. Alors, vous voyez, au Cameroun, il y a une sainte alliance s'est constituée de cette galaxie, la galaxie de la démocratie néocoloniale, l'Église catholique, n'est-ce pas? Une alliance s'est constituée. Et on voit comment on nous transforme une dame qui brille, n'est-ce pas, dans l'abjection suprême, en prêchant les valeurs les plus abominables, contraires à nos valeurs culturelles, à nos traditions, à tout point de vue. On fait d'elle une héroïne. Et on dit que non, elle est persécutée par l'État parce qu'elle défend les droits humains. Parlez là d'Aliscom, maître Aliscom. Il y a un nom que je ne prononce pas, je me respecte. Vous rendez compte? C'est-à-dire que on l'a élevé au niveau de défenseuse des droits humains. Et voilà les gens avec qui vous voulez que nous on a fait l'opposition, l'unité de l'opposition. C'est-à-dire que sur quelle base on érige les LGBTQ+, A, machin, en droit de l'homme. Ce n'est pas une petite confusion, hein? C'est une clarification importante. Mais cette galaxie a intérêt, c'est que ça passe comme ça sous silence. C'est quel droit de l'homme ça? Les LGBT sont des droits de l'homme? Je pose la question. Donc le changement en question là, c'est pour nous imposer ça. Voilà la vérité qui est dehors. Tous ceux et toutes celles qui soutiennent cette dame-là et disent qu'elle milite pour la promotion des droits de l'homme, ben, ça veut dire que s'ils sont au pouvoir, ils vont imposer ça, puisque si elle est toujours là, et même si elle n'est pas là, elle est à ses héritiers et héritières, mais il faudrait bien que, comme c'est le droit de l'homme, mais dans des régimes démocratiques qui font la promotion des droits de l'homme après Paul Biya, il faudra donc qu'on nous impose les LGBT. Est-ce que les gens mesurent à quel niveau on est tombé? On réduit le changement à son contenant. Un contenant sans contenu. On nous impose ça. Et quand on gratte, on voit le vrai contenu. LGBT. Tout ce qui est conforme à la démocratie néocoloniale.
absence de souveraineté, refus de l'indépendance. Hein. On réduit la politique à des balivernes comme bonne gouvernance néocoloniale, transparence électorale néocoloniale. Mais on fait semblant de ne pas voir que c'est ce qu'on a appliqué en Afrique depuis bientôt 40 ans, depuis le sommet de la Baule. Depuis le sommet de la Baule, c'est ce qu'on a imposé partout en Afrique. Ça a débouché sur quoi? À l'effondrement des États. Hein? Ça a débouché sur l'effondrement des États. Donc, moi, Bandakani et le LNP, nous, on va aller s'asseoir avec des gens qui disent que cette dame-là fait la défense des droits de l'homme. Tout ça au nom de l'unité et de l'opposition. Il faut qu'on respecte les Camerounais un peu. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Donc, ce n'est pas le seul cas. La question, le totem qu'on appelle LGBT, ce n'est pas un petit totem. C'est le totem fondamental de cette galaxie. Vous avez des crypto-LGBT, mais maintenant ils sont tous sortis, ils sont derrière leur héroïne, celle qui assume. Hein? C'est la maman. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tous sont derrière, mais les choses sont claires. Personne ne dira qu'il ne savait pas. Les choses sont claires. Et moi, j'aime cette qualification du jeu politique. Moi, j'aime ça. Mieux vaut marcher seul que d'être en mauvaise compagnie. Si des gens estiment que le changement, ce sont les LGBT, et que quelqu'un qui fait la promotion de ces valeurs de manière forcenée dans notre pays et lutte pour les droits de l'homme, bon, on voit très bien que ce mot-là, vraiment, je crois que la messe est dite. Hein. La messe est dite. Ce n'est pas le seul cas. Vous me permettrez. Quand on dit qu'on combat l'opposition, nous, vous connaissez les élections qu'il y a eu, je crois, en septembre 2013, dans le Mungo Est. Vous avez un parti comme le Manidem qui était seul en lice avec le RDPC. C'est vrai que quand on fait l'opposition néocoloniale, cette opposition-là, ils ont tous appelé à voter pour le RDPC. Ils n'ont pas appelé à voter pour le Manidem. Mais aujourd'hui, par exemple, il faut que chacun rentre dans la chorale de l'unité de l'opposition. Vous trouvez ça normal? Il y a même à l'époque un combattant de la liberté, comment on s'appelait à l'époque, Gabriel Ouattara, à son ami les morts. Lui, par solidarité véritablement de l'opposition, il s'est rendu au meeting de Manidem à Penja. Quand il devait gagner, il devait être maire. D'abord, il était sanctionné par son parti. On l'a appelé à l'ordre et on l'a empêché d'être maire. Il avait été tellement peiné par ça. Il est décédé. Peu de temps après ça, il est décédé. On vous parle d'unité de l'opposition. C'est incroyable. Vous rappelez un parti comme le RDF. Dans ces différents congrès, qui est-ce qu'il invitait? Quel était le premier invité du RDF? C'était le RDPC. Au détriment des autres partis, dits de l'opposition. Combien de fois le RDPC et certains partis de l'opposition se sont passés la main dans le cadre des élections législatives ou municipales? Se passent la main. À tel endroit, on dit, le RDPC dit à ces gens de voter pour tel parti. Il y a eu ça avec le RDF, de voter pour le RDF. Les dirigeants du RDF ont dit que si le Manidem entre à l'Assemblée nationale, c'est une catastrophe. En commençant par son président actuel, le président aussi au choix. Bon, c'est-à-dire, donc, dans l'opposition là, il y a les esclaves et il y a les maîtres. Il y a une division de travail dans l'opposition où il y a les porteurs d'eau et il y a des gourous élus par avance, comme étant des opposants élus par Dieu lui-même. Ils peuvent séjourner au gouvernement tout le temps qu'ils veulent. Pendant ce temps, d'autres se battent dans les rues et cela. Le jour qu'ils le gouvernement, alors, ils deviennent, ils vous donnent les leçons d'opposition. Et vous devez seulement suivre. Regardez la querelle qu'il y a dans le parti. Comment il s'appelle encore le papa là? Robert Kona. Oui. Voilà. Le parti de Robert Kona. Il y a une députée qui a fait une sortie concernant Chantal Biard, la première dame. Elle s'est rendue apparemment au feu. Le parti est en quasi-guerre civile.
il y a un sondage qui est sorti là donnant comme personnalité la plus détestée. Et ce sondage a été commandé par le leader du PCRN. Bon, vous savez, ben, vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. Ces querelles ne sont pas gratuites. Les gens ne veulent pas assumer leur commerce qu'ils font la nuit avec le pouvoir, c'est tout. Plus ils commercent la nuit avec le pouvoir, plus ils sont virulents le jour. Oui, oui. Plus ils commercent la nuit avec le pouvoir, plus ils sont virulents le jour. C'est incroyable. C'est-à-dire que cette atmosphère-là, ce type d'atmosphère, où c'est ceux même qui mangent le plus de la sardine, qui dénoncent, qui attaquent ceux qui ne mangent même pas la sardine, et les appellent sardinards. Ça, c'est typique du Cameroun. C'est typique du Cameroun. Donc, il était important de repréciser avec une fermeté extrême nos positions par rapport à toutes ces choses-là, de manière claire. Je l'ai répété, nous ne sommes pas des chercheurs de popularité. Vous savez, la politique, hein, on dit qu'on fait la politique pour arriver au pouvoir. Oui. Mais l'histoire nous apprend que ce n'est pas toujours en arrivant au pouvoir qu'on a changé le cours des nations, qu'on a changé le sort des nations. Encore qu'il faut savoir de quel pouvoir on parle. Le pouvoir du Cameroun, c'est particulier. Hein? Le pouvoir au Cameroun, là, c'est particulier. Hein? C'est pas comme ailleurs, comme les gens pensent. C'est pour ça que nous disons toujours aux gens que ça ne se passera pas comme ils imaginent. Le Cameroun, c'est très complexe. Ça ne se passera pas comme ils imaginent. Quand les stratégies ne sont pas à la hauteur des enjeux, on connaît par avance le résultat. Président Bandakani, et pour finir, vous êtes un panafricaniste, vous êtes même un pionnier panafricaniste, et certains s'interrogent de votre soutien au président Biya à l'échelle panafricaniste, tant bien même que vous soutenez aussi les dirigeants de l'AES par exemple, et vous continuez à critiquer les régimes par exemple d'Abidjan, de Cotonou ou encore de Kigali. Président Bandakani, que répondez-vous à ceux qui pensent ainsi? D'abord qu'ils aient fait des cours élémentaires de panafricanisme. Qui se souviennent qu'il y a 15 ans, 16 ans, quand nous on se levait, qui se souviennent quel était leur camp. Quel était leur camp. C'est bien de rappeler le caractère pionnier de notre démarche. Deuxièmement, vous avez bien fait de citer quelques régimes. Abidjan, Kigali, Cotonou, et quoi encore? C'est ça? Ces trois régimes-là. Lomé. Lomé. Ok. Prenez Abidjan. Les conditions d'arrivée au pouvoir de M. Ouattara sont-elles les mêmes que celles qui ont prévalu pour le président camerounais? Et ça, c'est un petit argument, c'est un petit facteur dans la détermination des rapports qu'on peut avoir avec ces différents régimes. Qui peut nier que le régime de M. Ouattara était l'acte inaugural de la recolonisation de l'Afrique? Qui peut nier que l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara était l'acte inaugural de la recolonisation de l'Afrique? Est-ce que l'arrivée au pouvoir du président Biya était l'acte inaugural de la colonisation de l'Afrique? Jusqu'à présent, on a vu le comportement de M. Ouattara. Il n'a renié d'aucune manière ses allégeances. Kigali. Les conditions de l'arrivée du président Kagame au pouvoir sont les mêmes que celles du président Biya. Il arrive au pouvoir sur la base d'un génocide. Il sert aujourd'hui de cheval de Troie pour la balkanisation de la RDC et le pillage de ce pays. Et par là,
le blocage de l'avancée du continent africain. C'est la même chose pour le président Biya. Cotonou, c'est incroyable. Qui ne connaît pas qui est le président Talon. On ne le connaît pas. Dans quelles conditions il arrive au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait de son pays? Une base arrière de la France. Ouvertement. Est-ce le cas pour le Cameroun? Est-ce qu'on parle du Cameroun pour déstabiliser un pays voisin? Non, je pose des questions simples. Les présidents qui sont par là, ils veulent nous donner des leçons de combat panafricaniste. Ils osent même avoir ce courage. Mais on regarde certaines choses, on laisse simplement parce que ça fait partie. Ce sont des corollaires inévitables des choix que nous avons faits. Mais il faut qu'à un moment donné, les gens s'asseyent et examinent même un peu leur niveau de prétention quand ils veulent porter des critiques. Le cas du Togo. Le cas du Togo. L'histoire du Togo et de Yadema Père. Est-ce la même histoire que celle du président Paul Biya et le président Ahidjo? C'est la même histoire? Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'au fond Yadema fait que le président Biya n'a pas fait? Maintenant, il a créé un média. Il y a un média pour l'africanisme, soi-disant, qui nous savons que c'est lui qui est derrière. Bon, ok, si on dit que c'est bon, mais qui aurait été le précurseur dans ça? Quel est le pays précurseur dans ça? C'est bien le Cameroun. Est-ce que le Cameroun joue le même rôle que M. Faure Yadema dans la subtilité de la déstabilisation du panafricanisme aujourd'hui en Afrique? C'est la même chose. Oui, ils n'ont pas d'argument. On va aller même plus loin. Je vais aller plus loin. Si on considère qu'ok, je soutiens l'état de l'AES, d'accord, et que ce serait contradictoire, ça me fait rire. Ok. Vraiment, on a un débat objectif. Hein. Qu'est-ce que les États de l'AES, par exemple, leur combat, ça a été de rétablir les conditions de leur sécurité et de chasser l'État criminel français. Le Cameroun a jamais eu de base militaire française. Et jamais notre pays est arrivé à ce niveau de déstabilisation. Bon, maintenant, on doit avoir honte de ça. Je dois avoir honte de ça. Ok, tous ces régimes qui sont arrivés au niveau de l'AES, est-ce qu'ils ne sont pas tous dans le franc CFA? Ils ne sont pas tous dans le franc CFA. Bon, est-ce que pourtant, là, tous ces brillants-là vont dire qu'ils ne sont pas des régimes panafricanisants? Qui peut dire ça? Puisque les nouveaux sont censés faire mieux que les anciens. Les conditions historiques n'étant pas les mêmes. Peut-on m'expliquer donc pourquoi on est dans ce... Je dis que c'est un débat objectif. Hein. Ils sont pas en train de faire la critique des États de l'AES. Ce sont mes États chéris. Mais je parle, je retourne leurs contradictions à ces bavards, ces agents français qui viennent nous attaquer avec les arguments de quartier. Maintenant, prenons les nouveaux régimes qui découvrent l'importance de chasser, de se débarrasser des bases militaires françaises. Mais vous avez trouvé le président Biya, lui, il est au pouvoir depuis 42 ans, comme vous dites. Mais quel est ce pion de la France qui n'a pas de base militaire française chez lui? Bon, maintenant, vous découvrez qu'il faut chasser les bases militaires françaises. Mais lui, depuis que le pouvoir, il n'a jamais accepté ça chez lui. Mais c'est pas la sorcellerie qu'on fait en plein jour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire que ce débat n'est plus rationnel. Le débat de lutte au soutien au président Biya n'est plus rationnel. Donc, il faut le laisser dans leur délit. Ils pensent qu'à le faire, ils nous impressionnent. Moi, ça m'impressionne pas. Je leur dis que j'ai les épaules très larges. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Je le répète et je le maintiens. Le président Biya ne sera jamais mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi. Moi, je sais hiérarchiser les contradictions. Je sais hiérarchiser les contradictions. Il y a une science qu'on appelle la science des contradictions. C'est la dialectique. Jean peuvent aller se former, s'ils veulent. Je sais hiérarchiser les contradictions. Vous savez, j'ai soutenu Mahamat Déby, hein,
C'était le plus grand tyran, le plus grand... Aujourd'hui, mais tout le monde le félicite. C'est bien. Mais comme toujours, on oublie. On oublie toujours comment ça a commencé. Et le prix qu'il a fallu payer. Donc, ils font comme si le soutien à Paul Biya équivaut à tous les soutiens que j'ai apportés à tous les présidents africains, que nous avons estimé dès le départ, dans le cadre de notre stratégie, il n'était pas logique d'ouvrir plusieurs fronts à la fois. Nous avons dit que si nous commençons à attaquer nos présidents, on est mort. Deuxièmement, on a dit que le président qui fera le moindre pas, on le soutient. Là, pourquoi nous soutenons? On a soutenu tous les présidents. Nous, par principe, c'est le principe. Aujourd'hui, nous avons modéré nos critiques envers le président Tshisekedi. Pourquoi? C'est sur la même base d'analyse, la même démarche. Nous avons beaucoup d'informations sur le président Tshisekedi. Mais nous modérons nos critiques. Pourquoi? Parce que nous hiérarchisons les contradictions. Le président Obiangema, tout je soutiens. Feu Maréchal Déby, c'était pareil. Tous ces présidents-là, même le président Ali Bongo, même le président Sassou Nguesso, vous ne me verrez pas sur des plateaux constamment. Quand je m'en prends à des chefs d'État qui sont des acteurs de la recolonisation du continent africain, voilà, ils font semblant de ne pas voir ça. Ils refusent de distinguer les régimes. Ils font un mélange honteux sur le type de régime. Ils appellent Paul Biya dictateur. Il a duré au pouvoir 42 ans. C'est un argument, ça. Mais si quelqu'un dure au pouvoir 42 ans, c'est qu'il y a deux options. Alors, soit il gère son pays par la tyrannie, par la force. Ce n'est pas vrai au Cameroun. Parce que, si c'était vrai, la plupart des opposants du président Biya sont ses enfants, celui qui les a fabriqués. Le Cameroun, c'est un pays totalement, extrêmement diversifié sur le plan politique, sur le plan de la société civile. C'est un pays, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je sais une chose, hein. Beaucoup d'opposants au président Paul Biya à l'heure actuelle, qui braillent là dans l'opposition, si sont au pouvoir, on est mort. Si sont au pouvoir, les petites libertés qu'on a là vont disparaître. Je vous dis, hein, la preuve. J'ai été menacé de mort à mon vision par les cadres du MRC. Qui a parlé de ça? J'ai été menacé de mort en direct à mon vision par les cadres du DPC. L'élection de 2018. Bien sûr, de mort. Je laisse les campagnes honteuses organisées contre ma personne. Moi, j'ai été à l'avant-garde des luttes de 90, pratiquement dans l'année 2000. Puis l'année 2000 en montant, 2010 au Cameroun. J'étais dans l'anti-guerrisme primaire. Le président Biya ne m'a pas tué. Il pouvait me tuer, il ne m'a pas tué. Je suis allé en prison, mais on ne peut pas tuer. Mais vous avez des gens qui disent que quand on va arriver au pouvoir, on va te tuer. À mon vision. Je suis interdit de passage dans un média camerounais, le média du peuple. De l'opposition, soi-disant. Vous savez pourquoi? Il dit que je suis anti-français. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le média du peuple. Je suis interdit depuis bientôt 10 ans. Imaginez qu'ils ont le pouvoir, ces gens-là. Imaginez. Imaginez. Le président Biya n'est jamais allé tuer un opposant hors du pays parce qu'ils avaient des conflits de tous les débats. Je sais, on va convoquer Guérandi. Mais Guérandi a pris les armes contre son pays, alimentait des déstabilisations contre son pays depuis le Burkina Faso. C'est connu. Mais on mit ça. Donc, deuxièmement, j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de dictateur dans une néocolonie. Si je ne suis pas d'accord avec ça, le débat ne sert à rien. Si on dit qu'il y a un dictateur dans une néocolonie, moi, le débat ne sert à rien. Moi, je dis que Ouattara, c'est un dictateur. Il n'a même dit ça. Il dit que c'est un sous-préfet. La nuance est de taille. Je dis que c'est un sous-préfet. C'est un agent de l'étranger. Je ne veux pas l'appeler dictateur. Moi, je suis constant, je suis cohérent dans mes positions. Je suis constant, je suis cohérent. Donc, ben écoutez, vous savez, les étiquettes qu'on aime, quand on n'a pas l'argument, on vous colle les étiquettes. Moi, ça ne me gêne pas. Ça fait partie du fardeau à porter. Ça ne me gêne pas. Ben, on sera toujours debout pour déconstruire leurs arguments. Ceux qui sont sérieux comprendront nos arguments. Ceux qui ne veulent pas les comprendre, qui restent dans leur camp. Moi, je ne suis pas un prosélyte. Je ne cherche pas à recruter les gens qui restent dans leur camp. C'est tout. Merci, Monsieur le Président, pour ces belles analyses que vous avez partagées avec le monde entier. Ils étaient très nombreux sur notre plateforme.
Nous voulons saluer quelques-uns, M. Stéphane Yassa, Mme Sylvie Minkada, Mme Pauline Schweizer, Mme Beldam et Mme Tina Messina. Beaucoup de femmes qui vous suivent également de manière assidue. Je les salue tous, même les ennemis. Je les salue. Voilà, c'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Nous disons merci à l'équipe technique. Nous disons une fois de plus merci, Monsieur le Président, d'avoir encore disposé du temps pour éclairer la lanterne, l'opinion publique nationale, africaine et même mondiale. Ben, moi aussi, je vous remercie pour votre disponibilité logique, intellectuelle et technique. Une fois de plus, je salue tous ceux qui nous accompagnent dans cette aventure. Le futur sera très, très meilleur. Très, très meilleur. Et comme je veux que le dire, les choses ne se passeront pas comme les gens l'imaginent au Cameroun. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette émission. À très, très bientôt.